Donc on le voit, les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN se sont réunis en Suède jusqu'à aujourd'hui dans un contexte très compliqué pour l'organisation, avec Washington qui souffle le chaud et le froid. On en parle avec vous, Alexis Vallas. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Strasbourg. Vous connaissez bien l'OTAN puisque vous avez été l'un de ses conseillers diplomatiques. Aujourd'hui, où en est l'organisation après ces annonces, ces déclarations à la fois du président américain et du chef de sa diplomatie qui menace régulièrement de quitter l'Alliance? L'organisation, elle tangue et ça a été bien montré par Dana Pereira dans son reportage. Alors effectivement, on fait le gros dos, on essaie de convaincre qu'on y a toujours une crédibilité. Moi, je pense que pour autant, la crise actuelle, elle est réversible. Il y a eu d'autres traumatismes dans l'histoire de l'OTAN. Souvenons-nous de l'échec de l'OTAN en Afghanistan, son impossibilité à stabiliser l'Afghanistan. Simplement, le mécanisme est utile. À mon avis, il ne sera pas remis en cause, pas plus par les Américains que par d'autres de ces États membres les plus importants, mais c'est moins une priorité, donc moins d'argent, moins d'utilisation. Il y a quand même un retrait américain sur le sol européen qui a encore été confirmé aujourd'hui. Marco Rubio a déclaré que ça allait continuer. 5000 soldats américains de moins en Allemagne. Il y a aussi des menaces sur ce qu'on appelle la cavalerie, entre guillemets, des forces qui pouvaient être mobilisées en 3 mois. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est une menace réelle ou c'est juste un moyen de pression? Je crois qu'il y a les deux. D'abord, il y a une nécessité sécuritaire. Vu la situation au Proche-Orient et au Moyen-Orient, il est évident que les États-Unis peuvent anticiper un besoin pour eux d'avoir une présence militaire durable plus importante pour s'assurer que les dégâts occasionnés quand même de leur fait au Moyen-Orient eh bien, n'aboutiront pas à une nouvelle crise. Et ça implique donc peut-être de renforcer leur présence permanente là-bas. Et puis effectivement, comme vous le dites, il y a une partie politique, il y a une lutte idéologique, il y a des États européens qui plaisent moins au gouvernement, à l'administration américaine actuelle, et donc sur le territoire desquels on voit moins de raisons de garder une présence militaire aussi importante. Puis après, il y a des vases communicants. Vu les déclarations, il semble que les arbitrages n'aient pas été faits, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait moins de soldats américains en Allemagne, éventuellement en Espagne et davantage en Pologne. Ce qui fait que pour l'instant, il n'y a pas le feu, il y a vraiment pas de, il y a vraiment pas de risque accru. Comme vous l'avez dit, il y a des dispositifs de réaction qu'il faudra réorganiser. En plus, vous avez des troupes américaines qui sont en Europe au titre de coopération bilatérale et pas toujours dans les dispositifs de l'OTAN. Donc, il faut encore attendre un peu. Ce n'est pas une bonne nouvelle, évidemment, de voir ces changements, mais il y a rien de très alarmant, ni pour l'Alliance, ni pour l'Europe. Alors, même si ce n'est pas alarmant, est-ce que ça peut affaiblir tout de même l'Alliance et en quoi? Bien sûr que ça affaiblit l'Alliance puisqu'il y a une moindre cohésion, puisqu'il y a un partenaire, un leader, pas hégémonique à mon avis, je l'ai subi comme conseiller politique, ce n'est pas une hégémonie, c'est un leadership qui était assumé et accepté. Et ce leader, il décide, alors qu'il a construit l'ordre international actuel, il décide de ne plus respecter le droit international, de moins s'intéresser à cette alliance. Et évidemment, ça pousse les autres membres de l'OTAN, et notamment ceux qui sont également membres de l'Union européenne, d'abord à renforcer l'alternative européenne et puis à essayer de préserver ce mécanisme de sécurité collective, l'article 5 qui est le cœur de l'OTAN, même si on a des petits points d'interrogation en plus, avec des déclarations du président américain qui semblaient douter d'une automaticité de la solidarité militaire en cas d'attaque contre un allié, alors que c'est la base normalement de l'OTAN. Alors, vous venez justement de les évoquer, ces alternatives, quelles sont-elles? Ces alternatives, c'est d'abord ce qu'on voit se mettre en place en Europe. Essayons d'être un peu optimiste et positif avec vous. PESCO, cette coopération structurée mise en place au sein de l'Union européenne, possible dès que le Brexit s'est fait, qui rassemble aujourd'hui tous les États membres sauf Malte. Et puis ensuite, on lance un fonds européen de défense, 8 milliards d'euros pour 2021-2027. Et là, on passe à ce qu'on appelait Rearm Europe et qui s'appelle désormais Readiness 2030. On passe à 800 milliards d'euros. Et on a en parallèle un débat désormais ouvert, sérieusement, avec une coopération qui s'amorce sur une extension du parapluie nucléaire, de la protection nucléaire française à des alliés européens.
Ça, ce sont des changements fondamentaux. Il faudrait que ça suive, mais ça sera nécessairement plus lent, plus long, dans le domaine capacitaire, dans le domaine des industries d'armement, pour moins avoir de dépendance vis-à-vis de l'allié américain. Alors, les critiques vis-à-vis des pays membres de l'Alliance, des Américains, vis-à-vis du faible engagement, en tout cas ce qui est considéré comme un faible engagement en Iran, ces critiques, elles ont encore été réitérées aujourd'hui par Marco Rubio. Jusqu'où peuvent aller les pays de l'Alliance pour garder les Américains ou au moins tenter de les rassurer? Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais et je suis très heureux de cette question qui ne peut qu'étonner les gens qui ne connaissent pas vraiment profondément l'OTAN. Mais la meilleure parade, c'est d'abord de répondre à ces critiques, de les neutraliser. On a un grand problème, c'est qu'on ne sait pas répondre à Donald Trump lorsqu'il dit des choses qui sont absolument, totalement, objectivement erronées. Alors effectivement, il faut gérer un Donald Trump, il ne faut pas le antagoniser, comme on dit, mais ça ne sert à rien de s'aplatir à chaque fois parce que du coup, il finit, et lui et son administration, par se convaincre que ce qu'il dit est vrai, il vous méprisera d'autant plus, il vous attaquera d'autant plus. Je vais vous donner brièvement 2 exemples. Les 2%, et pendant son premier mandat, Donald Trump n'a cessé de dire, au point d'en convaincre beaucoup et beaucoup de nos dirigeants, que les Européens ne respectaient pas l'obligation de consacrer 2% de son PIB à des dépenses de défense. Il l'a répété à l'envi pendant son premier mandat. C'est totalement faux. Vous allez lire le sommet, la déclaration finale du sommet de l'OTAN en 2014. On vous dit que les alliés chercheront à se rapprocher dans les 10 années à venir des recommandations de 2%. Ça, ce n'est pas une obligation, c'est un bijou de négociation diplomatique. Vous vous efforcez de vous rapprocher dans les 10 ans. Donc, de nous dire en 2018 qu'on viole une obligation, d'abord, on avait un délai de 10 ans et simplement pour s'en rapprocher, ce n'était qu'une recommandation, c'est juste pas acceptable, il faut le contrer. On ne sait pas le faire. Second exemple très actuel, vous avez entendu toutes ces déclarations sur l'OTAN incapable ça a été répété aujourd'hui, de nous être utile, de nous aider au Proche-Orient. La réponse aussi, là, elle est évidente, mais il faut que les dirigeants connaissent l'OTAN, connaissent ses règles de base. L'OTAN, c'est inscrit dans le préambule à l'article 1er, à l'article 7 du pacte de l'Atlantique Nord, et est multilatéraliste, ne peut pas participer à une violation du droit international. Eh bien, donc on ne peut pas être impliqué au Proche-Orient. Merci à vous pour votre éclairage, Alexis Vallage. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po Strasbourg et ancien conseiller diplomatique de l'OTAN. Merci à vous.